Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons corriger des exercices sur la formation des images, donc sur l'utilisation du modèle de la lentille mince convergente et sur la réfraction. Dans cette vidéo, on va corriger les exercices qui n'ont pas été corrigés en classe sur la feuille que je vous ai donnée, qui est identifiée IM exercice. Et on va tout de suite commencer par l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, nous allons commencer par lire la consigne de l'exercice. Un objet et une lentille mince convergente sont placés de telle sorte que le grandissement vaut 0,8. Donc, à la lecture de la consigne, je constate qu'il s'agit d'un exercice sur les lentilles et non pas sur la réfraction. On me demande premièrement, dans cette situation, si l'image est plus petite ou plus grande que l'objet. Comment répondre à cette question? Donc, je prends ma feuille et je commence par identifier l'exercice. Question 1. Donc, est-ce que l'image est plus grande ou plus petite que l'objet? Comment je fais pour savoir? Je me rappelle, je relis la consigne et on me parle de la notion de grandissement. Dans le cours, vous trouverez la formule du grandissement et son explication. Le grandissement, qu'on note gamma ou G, ça ce sont des notations. Ça veut dire, c'est une dénomination, comme certains d'entre vous s'appellent Jean, Lucie, peu importe. C'est une notation, donc vous vous adaptez à ce qu'il y a dans l'énoncé. Si dans l'énoncé il y a gamma, c'est gamma, s'il y a G, c'est G. On dit que c'est le grandissement. Ça, c'est le mot qui est important. Je vous rappelle. Donc en cours, vous trouverez que le grandissement, c'est un rapport. On va comparer la taille de l'image et la taille de l'objet. Si ces mots-là vous disent rien, vous faites votre petit schéma, une lentille, vous rappelez qu'on va avoir un objet de ce côté-là qui émet de la lumière, ça c'est l'objet. L'objet c'est égal à qui émet de la lumière, d'accord? En gros, hein. On peut la réfléchir aussi, mais on va dire qui émet de la lumière. Et on va chercher son image à travers la lentille. C'est là où se croisent les rayons lumineux. Ici, on a l'image. Et le grandissement compare la taille de cet objet à la taille de celui-là. Comment on fait en pratique? Eh bien, on mesure ça. On écrit cette distance en haut. On mesure l'objet. On écrit cette distance en bas. Donc là, on me dit, avec ça, on peut répondre à la question 1. Pourquoi? On me dit que dans la question 1, le grandissement est égal à 0,8. Donc j'écris en toutes lettres grandissement égal à 0,8. Là, il n'y a pas de notation. Vous voyez, il n'y a pas de dessin avec A', B', AB. On peut faire sans notation. C'est d'ailleurs plus compréhensible. Donc grandissement, c'est égal à ça. Donc, j'ai taille de l'image. Donc là, je remplace par sa valeur. On remplace par son expression. Et j'ai donc taille de l'image divisé par la taille de l'objet est égal à 0,8. Comme ça, si vous vous rappelez plus qu'on représente une fraction, on va le revoir. Comment je fais pour savoir qui est le plus grand? Eh bien, c'est très simple. 0,8, c'est inférieur à 1. Ça, d'accord? Donc ça veut dire que la taille de l'image et la taille de l'objet est inférieure à 1. Donc je le réécris. Donc
Donc là, on a une étape de réécriture. Réécriture. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le noter sur votre copie. Là, je le note pour vous l'expliquer. Ce sont les étapes. Je réécris donc taille de l'objet divisé par taille de l'image inférieur à 1. Et ici, je multiplie par... Alors, je me suis trompé, hein. Évidemment, je me rends trop vite, c'est taille de l'image sur taille de l'objet. Je multiplie de chaque côté par taille de l'objet. Donc je vais avoir taille de l'image est inférieure à taille de l'objet. Ainsi, dans cette situation, j'ai répondu à la question, dans cette situation, l'image est plus petite que l'objet. Donc vous réécrivez la phrase réponse avec cette justification. Donc vous vous arrêtez là et vous marquez dans cette situation l'image est plus petite que l'objet. Alors, c'est un peu long tout ça pour répondre à cette question. Vous pouvez répondre aussi comme j'ai, alors ça c'est une réponse, ok. Option 2, vous pouvez répondre G inférieur à 1, donc l'image sera plus petite, enfin gamma, G c'est la même chose, hein, plus petite que l'objet, ça me suffit. Maintenant, question 2. On me demande, question 2, calculer la taille de l'image d'un objet de 5,1 cm donné par cette lentille. Je reprends ma situation que j'ai dessinée. L'énoncé me dit que ça, l'objet, il fait 5,1 cm. Bon, eh bien, je prends ma formule. Donc la formule du grandissement, c'était égal gamma égale G. Si vous voulez écrire la formule du cours, il n'y a pas de problème. Pensez à vous adapter aux notations de l'énoncé. Moi, je reprends la formule avec les mots. C'est égal à taille de l'image, okay, divisé par taille de l'objet, c'est égal à, selon l'énoncé, hein, l'énoncé dit que ça, c'est égal à 0,8, donc c'est égal à 0,8. Que me donne l'énoncé? On me demande de calculer la taille de l'image. Donc, je vais devoir calculer ça. Ainsi, si je dois calculer ça, là j'ai une valeur, il me faut la valeur de ce truc-là. On me donne une valeur, objet de 5,1 cm. Donc ça, c'est égal à 5,1 cm. Comme tout à l'heure, je fais une étape de réécriture. Donc ça veut dire taille de l'image divisé par 5,1, c'est égal à 0,8. Je multiplie par 5,1 de chaque côté, puisque il est divisé, et pour enlever une division, on fait une multiplication. Donc j'ai taille de l'image, c'est égal à 0,8 fois 5,1, et c'est égal à quelque chose en centimètres. Vous faites le calcul, hein, 0,8 fois 5,1, vous le tapez sur la calculette. Donc pour le DS, ça veut dire que vous avez besoin d'une calculette. Et voilà, j'ai réussi à résoudre l'exercice 4. Nous passons maintenant à l'exercice 8, puisque le reste des exercices, les 4, 5, 6, 7, ont été corrigés. Le 4, je viens de le faire. Le 5 avait été corrigé par Maïssa, le 6 par Victor, et le 7, j'avais fait la correction en classe. Donc, l'exercice 8. Je pense que vous vous rappelez de cette expérience. Ou si vous ne vous en rappelez pas, vous allez voir l'activité AE, LUM, C. Vous regardez ici, en haut à droite,
vous cherchez AE, l'UMC dans votre classeur, et vous retrouvez l'activité qu'on avait fait. Cette activité, on avait testé des hypothèses, et on avait le demi-cylindre ici qu'on tournait, et on voyait que les rayons étaient déviés, et on cherchait la bonne hypothèse. Donc, dans cet exercice, on va chercher à identifier l'indice de réfraction du verre du plexiglas. Alors, indice de réfraction, je vais vous le noter là, comme ça vous l'entendez et vous le voyez écrit. Je ne vous le demanderai pas en DS, c'est pour votre culture personnelle. L'indice de réfraction, c'est une propriété du milieu. C'est la propriété d'un milieu qui est liée à la vitesse de la lumière dans ce milieu. Plus il est grand, plus la lumière va lentement dans ce milieu. Va lentement dans ce milieu. Pour vérifier vos calculs, parce que je vais souvent vous demander de calculer l'indice de réfraction, comme dans cet exercice 8, l'indice de réfraction, il est toujours supérieur ou égal à 1. Donc si vous trouvez un petit n, l'indice de réfraction c'est n, hein, d'accord? Si vous trouvez un petit n plus petit que 1, vous avez un problème. D'accord? Donc pensez toujours indice de réfraction supérieur à 1. Donc là, on me demande, on va devoir déterminer l'indice de réfraction. Avant de commencer les questions, donc là ce sont des questions directes. Si je vous mets cet exercice EDS, il y aura 2-3 questions avant. D'accord? Vous avez un schéma. Donc je vais vous demander, par exemple, première question, d'identifier les milieux. Donc vous avez un premier milieu, que je vais noter en rouge, c'est l'air. On va dire milieu 1. Vous notez milieu 1, R. Donc la question, ça serait identifier le milieu 1, R. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? Ou est-ce qu'il est là? Donc là, on a le demi-cylindre en vert. Ça ne peut pas être l'air, puisque je dis que c'est du vert. Ça va être le milieu 2. Ok? Milieu 2, c'est du vert. D'accord? On peut noter milieu 2, vert, voilà, ça, on peut l'enlever. On s'en fout. Donc ici, j'ai de l'air, on va dire en gris clair là, et ici, en gris foncé, j'ai du vert. Le milieu 1, on va noter son indice N1, c'est égal à l'indice de l'air. Dans l'énoncé, on me dit que ça vaut 1. L'indice de l'air, il vaut toujours 1. Et ici, milieu 2, donc j'ai N2, c'est égal à l'indice du vert. Et c'est celui qu'on cherche. On ne le connaît pas. On écrit connaît pas. Voilà. Ensuite, donc, vous le voyez, la lumière va dans ce sens-là. Pourquoi est-ce qu'elle va dans ce sens-là? Parce qu'on a les flèches. Donc ici, on a l'interface entre les deux milieux. D'accord? Et on sépare l'air du vert. Et en pointillé, on a la normale. Voilà. Et ce point-là s'appelle le point d'incidence. Tout ce vocabulaire, vous l'avez dans le cours, vous l'avez dans l'activité qui est ici. Maintenant, vous l'avez là. Et je vous le demanderai. Donc, sachez placer l'interface, sachez placer la normale, sachez placer le point d'incidence. Maintenant, les rayons lumineux. Le rayon qui arrive sur l'interface, c'est le rayon incident. D'accord? Donc le rayon qui arrive, c'est le rayon incident. Le rayon qui ressort de l'interface, ça s'appelle le rayon réfracté. Rayon réfracté. Voilà. Et vous voyez que ces rayons font des angles avec la normale. Ici, j'ai un angle que je vais appeler I1, parce que je suis dans le milieu 1. Et là, j'ai un angle ici, okay, que je vais appeler I2, parce que je suis dans le milieu 2. Donc l'angle, il se fait entre le rayon incident, ici, et la normale. Et l'angle I2, il se fait entre la normale et le rayon réfracté. D'accord? Pas ça. Pas l'interface. On ne parle pas d'interface.
Donc I1, I2. I1, il fait entre le rayon incident et la normale. I2 entre la normale et le rayon réfracté. On peut passer aux questions maintenant que nous avons identifié un peu tout dans le schéma. Question 1. À l'aide du schéma, déterminer les angles d'incidence et de réfraction. Alors, donc, on passe à la question 1. Déterminer les angles d'incidence et de réfraction. Bon, déjà, il faudrait savoir, on a deux angles. Okay, vous voyez, angle incidence, réfraction, et j'ai un angle I1 et I2. Donc, il faut que je détermine qui de I1 et de I2 et l'angle d'incidence et de réfraction. J'ai le rayon incident ici. Donc, forcément, puisque j'ai le rayon incident, l'angle qui est formé par le rayon incident et l'angle normal, ben, ça va être l'angle d'incidence. Vous voyez que incidence, incident, ça se ressemble, donc c'est la même chose. Donc vous notez déjà I1 et l'angle d'incidence. Alors quelque chose d'important, si vous ne faites pas de schéma et que vous marquez juste I1 et l'angle d'incidence, vous n'aurez pas de point. Pourquoi? Parce que ok, il y a un angle d'incidence, mais moi si je note sur le schéma I1 ici, ben, c'est plus l'angle d'incidence, c'est l'angle réfracté. Donc si vous voulez marquer I1 et l'angle d'incidence, vous me marquez où est I1 sur le schéma. Donc c'est-à-dire que soit vous faites un schéma, soit vous prenez le schéma du sujet, et je vous mettrai un schéma dans le sujet, donc comme ça vous n'avez pas à faire de dessin, d'accord? Et vous marquez I1, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est là? 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 Là, vous le mettez ici, et vous marquez que I1 c'est l'angle d'incidence. Comme ça, moi je vois que vous avez retenu le vocabulaire, et vous savez où il est, parce qu'on parle de lui, on ne parle pas de cet angle-là. Donc, si sur votre copie vous marquez I1 et l'angle d'incidence, vous me faites bien I1 entre le rayon incident et la normale. D'accord? Et ensuite, bon, ben, I2, du coup, forcément, I2 entre le rayon réfracté et la normale, et l'angle de réfraction. C'est l'autre, forcément, il n'y en a que deux. Hein. Pourquoi c'est l'angle de réfraction? Eh bien, regardez, c'est facile. Réfraction, réfracté, c'est deux mots qui se ressemblent, donc ils vont ensemble. Et l'angle réfracté, il est entre le rayon réfracté et la normale. D'accord? Donc, deux choses pour avoir tous les points sur cette question. Vous me mettez les angles là où il faut, et vous me marquez sur la copie qui est qui. D'accord? Donc, déterminer les angles. Quand on marque déterminer, ça ne veut pas dire donner juste qui est qui. Ça veut dire donner une valeur numérique. D'accord? Vous vous rappelez, déterminer. Déterminer dans une consigne, c'est pas que avec moi, c'est avec tout le monde, avec les autres profs de physique et au bac aussi. Déterminer, c'est égal à donner une valeur numérique. Mais donner une valeur numérique, ça ne suffit pas. Hein. Il faut aussi me dire qui est qui. Parce que si vous marquez I1 est égal à machin, je ne sais pas, 37 degrés par exemple, je ne vais pas savoir de qui vous parlez. Donc il me faut l'identification plus la valeur numérique. Comment je fais pour avoir la valeur numérique? C'est tout simple, hein, je lis sur le schéma. Ici j'ai 0 degré, ici j'ai 90. Donc pour savoir chaque graduation, je compte combien j'en ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc pour aller de là à là, j'ai 9 graduations qui vont de 0 à 90. Donc ça veut dire qu'une graduation, vous n'avez pas besoin de le noter, c'est la méthode pour savoir comment on fait. C'est égal à 0,1. Ok, c'est comme sur votre règle. Vous prenez votre règle, ouais, vous comptez là de 0 à 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 10 graduations. Donc forcément, une graduation c'est 0,1. Ça marche comme sur la règle. Sauf que là, la règle elle est tordue. Et c'est des degrés, c'est pas des centimètres. Du coup, pour avoir l'angle d'incidence, cet angle-là, vous voyez, il est couvert par toutes ces graduations. Donc je compte le nombre de graduations que j'ai pour aller de là à là. J'en ai 1, 2, 3. Une graduation, on a dit c'était 10 degrés. Pardon, pas 0,1, c'est 10 degrés. Donc j'ai 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. L'angle d'incidence, il est égal à 30 degrés. Ensuite, I2, ça va être la même chose, hein, je vais lire de ce côté-là. J'ai 0 degré, 10 et 20. J'ai deux graduations.
On peut refaire le raisonnement. Pour les de 0 à 90, je compte de 10 en 10 par exemple, je peux faire 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ah, j'arrive à 90. Donc une graduation, c'est bien 10 degrés de ce côté-là aussi. Et là, vous avez répondu à la question. Donc, déterminer, ça veut dire identifier, c'est-à-dire positionner sur le schéma l'angle I1 entre le rayon incident et la normale, plus me dire I1 est l'angle d'incidence et sa valeur. Déterminer, c'est tout ça. Question 2. Alors, question 2. En utilisant la loi additionnelle des Descartes, calculer l'indice de réfraction du verre de type Crohn. Ok, donc pour cette question-là, je vous donnerai dans le DS la loi additionnelle des Descartes. Vous n'avez pas à la connaître par cœur. Je vais le noter pour que ce soit écrit noir sur blanc, si jamais vous ne vous en rappelez pas. Vous n'avez pas à connaître. Donc ça, vous ne le marquez pas hein, évidemment sur le DS, c'est pour vous. Vous n'avez pas à connaître la loi de Snell-Descartes. Il faut la trouver dans l'énoncé. D'accord? Par contre, vous devez la réécrire sur votre copie pour avoir tous les points. Même si elle est donnée dans l'énoncé, vous devez la réécrire sur votre copie. Sinon, vous n'aurez pas tous les points. Donc la loi de Descartes, elle dit quoi? Bon, je la charge dans l'énoncé, bon là, il n'y est pas parce que je l'avais donné avant. C'est N1 sinus de I1, vous mettez bien une parenthèse, N1, donc là il y a un fois 1, égale à N2 fois sinus de I2. Ça, c'est la loi de Snell-Descartes. Vous la réécrivez sur votre copie. Maintenant, comme d'habitude, on va chercher ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. Alors, déjà, on lit la consigne, on me dit calculer l'indice de réfraction du verre Crohn. Bon, si on n'a pas identifié avec 1 et 2, machin, on ne sait pas trop où c'est. Donc, on a dit milieu 1, c'est l'air. Donc N1, c'est le indice de réfraction de l'air. Ah, on me dit ici qu'il vaut 1. C'est marqué dans l'énoncé, hein, il est là. NR égale N1. Ok. Donc N1, c'est l'indice de l'air. Je l'entoure en vert parce que je le connais. Ok. Ensuite, sinus de I1. I1, je l'ai, il est là. Est-ce qu'on voit mon doigt? Ouais, c'est bon. Il est là. Donc I1, je le connais. Il est là. Et c'est 30 degrés. Et maintenant, est-ce que je connais N2? Je cherche un peu partout. Ah, mais non, N2, c'est l'indice du verre. C'est celui que je dois calculer. Je l'entoure en rouge. Voilà. Et I2, est-ce que je le connais? Oui, I2, il est là. Je le connais forcément, puisque si j'ai déjà entouré quelque chose en rouge, ça veut dire que tout ce qui est après, je le connais, puisque je dois le calculer. J'ai tout ce qu'il faut pour calculer l'indice de réfraction du verre. Alors, comment je fais? Je vais devoir isoler N2. D'accord? Donc là, je vais devoir, je le note, je vais devoir isoler N2. Je vois que N2 est relié à sinus de I2 par une multiplication, donc je vais devoir faire une division. Je vous note pour les deux là. Là, la procédure, c'est diviser par sinus de I2. Pour enlever une multiplication, on fait une division. Donc je vous écris la formule en entier, pour ceux qui ont le plus de mal. Donc j'ai N1 fois sinus de I1. Ça, vous devez l'écrire par contre, hein, sur votre copie. Divisé par sinus de I2 est égal à N2 fois sin I2 divisé par sin I2. En haut et en bas, avec, ça se simplifie. Donc il reste, là c'est une étape de réécriture, N2 est égal à N1 fois sinus de I1 divisé par sinus de I2. Voilà. Et ça c'est égal à, donc N1 c'est égal à 1 fois sinus de 30 divisé par sinus de 20 et c'est égal à, vous faites le calcul avec la calculatrice et vous trouvez quelque chose, ça va être du type 1,43 je pense, un truc comme ça, cette valeur là, supérieure à 1. Je vous rappelle que l'indice il est toujours supérieur à 1. Donc c'est ok. Si j'avais trouvé 0,7, ça n'aurait pas été bon. Alors, comment on fait pour avoir tous les points sur cette question? Vous devez
pour avoir tous les points, vous devez écrire ça. Au moins écrire ça. Cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais vous pouvez l'écrire si vous voulez. Et ça aussi. Si vous écrivez, donc là, avec ce qui est entouré en rouge, vous avez tous les points. Donc avec ce qui est entouré, vous avez tous les points. C'est-à-dire que vous avez, en général, ce genre de question, je le note sur 2, sur 3. Vous avez 2 points. Si vous écrivez, maintenant, si vous écrivez, par exemple, juste ça, et N2, donc vous écrivez cette formule-là, et vous écrivez N2 est égal à 1,43. Si le résultat est juste, vous avez 1 point. Si le résultat est juste, vous avez 0. Ou même 0,5. Vous avez, même si le résultat est juste, parce que je n'ai pas la démarche. Il me faut la démarche. Si vous écrivez N2, donc si vous écrivez juste ça, N2 est égal à 1 fois sinus de 30, sans écrire ça, est égal à 1,43, vous avez 1 point. Si le résultat est faux, vous avez 0. Je ne cherche même pas à comprendre ce que vous avez fait de faux. Par contre, si vous écrivez ça, que vous essayez de faire un calcul, mais admettons que vous êtes trompé, vous avez mis le N1 en bas, N1 fois, et que vous faites le calcul et que du coup le résultat est faux, vous avez quand même des points, même si le résultat est faux, parce que je vois que vous avez essayé de faire une démarche. L'important, c'est de vous montrer que vous faites une démarche. Et nous avons résolu l'exercice 8. Nous passons maintenant à l'exercice 9. Il s'agit d'un exercice sur les lentilles. Donc, l'énoncé, déjà on peut faire un petit schéma, on dit qu'on dispose d'une source lumineuse capable de projeter 3 rayons lumineux parallèles entre eux. Ça veut dire qu'on a une source lumineuse en fait, comme ça, donc ça c'est la source. Et au lieu d'avoir un laser qui tire un trait, alors on a un laser qui tire 3 traits. Voilà. Et parallèles entre eux. Ok. Donc, bon, pas très fort, rien. Un protocole expérimental pour mesurer la distance focale d'une lentille mince convergente. Ça, pour cette question-là, vous allez voir l'activité expérimentale IM A ou l'activité expérimentale IMC, protocole 1, que je mettrai sur Pronote, bien évidemment. Alors, comment on fait pour répondre à cette question? Soit on connaît les protocoles par cœur et on écrit, soit on se rappelle des rayons particuliers. Le rayon particulier, donc là, question 1, comment on fait pour répondre à cette question-là? Je vous rappelle que les rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, okay, ils vont aller se rejoindre au point focal image. D'accord? Donc vous voyez que ces rayons-là, ils sont parallèles à l'axe optique. Et après la lentille, ils vont aller se croiser au point focal image. D'accord? Vous avez un exercice comme ça aussi dans le cours, la première partie du cours. Il y a un exercice avec des lumières. Donc vous voyez, ici on a 5 rayons lumineux parallèles entre eux, donc la consigne, nous on en a 3. Et bien ils vont tous se rejoindre au point focal image. D'accord? Donc, question 1, comment on fait pour répondre à cette question? Donc, on va reprendre la question. Proposer un protocole expérimental en utilisant cette source pour mesurer la distance focale d'une lentille mince convergente. Eh bien, c'est facile. Proposer un protocole expérimental. Donc, étape 1, je vous rappelle que là je demande juste le mode opératoire en fait. Je ne vais pas demander le matériel, tout ça, on s'en fout un peu. Donc, je vous rappelle que ça commence toujours par des verbes. Ici, vous faites protocole, c'est des tirets avec des verbes. Si vous regardez le protocole que je vous ai mis sur Pronote pour l'activité expérimentale C que nous avons fait sur l'œil, chaque tiré commence par un verbe. Donc c'est placer, protocole, la source, loin de la lentille. Ok, ça c'est la première étape. Vous vous rappelez, quand on a essayé de chercher la distance focale, on plaçait à chaque fois la source loin de la lentille. Pourquoi est-ce qu'on plaçait la source loin de la lentille? C'est pas à connaître, mais pour votre culture personnelle, en fait, c'est pour que les rayons soient parallèles à l'axe optique
quand ils arrivent sur la lentille, il faut que la source soit loin. Si la source n'est pas loin, on n'aura pas de rayon parallèle. Ensuite, on place la source loin de la lentille sur le banc d'optique. Okay. Ensuite, évidemment, on allumer la source. Puisque si on n'allume pas, il n'y aura pas de rayon lumineux, évidemment. Allumer la source. Ok. Ensuite, placer un écran derrière la lentille. Vous vous rappelez, c'était le truc quadrillé. Donc là, si je fais sur le dessin, par exemple, c'est je place mon écran ici. Ça, c'est l'écran. N'importe où. Je le place n'importe où. D'accord. Ensuite, déplacer l'écran. Voilà. Donc là, si vous placez l'écran ici, vous allez observer quoi? Vous allez observer 3 points lumineux. Okay. Un au milieu, un en haut, un en bas. Parce que les rayons lumineux, là, ils sont déviés, ils passent par le point focal image, mais ils continuent leur route. Donc vous allez voir 3 écrans. Déplacez l'écran jusqu'à observer un seul point lumineux. Pourquoi? On va le voir tout de suite sur le schéma. Un seul point lumineux. Voilà. Si vous déplacez l'écran, vous voyez, ici, là, c'est les rayons lumineux. Ok, je vous fais les flèches. Une flèche, 2 flèches, 3 flèches. Flèche, 2 flèches, 3 flèches. Et là, flèche, flèche, flèche. Si vous déplacez les rayons l'écran vers ici, vous voyez que les 3 points, ici, ils sont là, hein, les 3 points. Vous voyez l'impact là sur l'écran. Ils vont commencer à se rapprocher. Si je place l'écran là, vous voyez bien que la distance ici entre le point d'en haut et le point du milieu, elle est plus petite que la distance qu'on avait là. Donc si on déplace, vous allez voir quoi? Essayez de vous représenter dans votre tête la salle de TP avec le banc d'optique, l'écran, tout ça. Vous allez le déplacer, et là vous voyez bien que les points se rapprochent, et hop, arrivé ici, ils sont tous en un seul point. Donc je vais en effet observer un seul point. Et si je continue de rapprocher, je vais observer quoi? Je vais observer les 3 points qui s'éloignent. Je vous refais le schéma un peu plus gros. Ok. Donc on a dit quoi? On a dit, je vous fais le protocole. Placer la source sur la lentille. Donc je prends ma source, ici. Voilà, je vous refais le schéma. Je vous fais le dessin en même temps. Donc ici, vous imaginez que c'est des instruments d'optique. Hein, loin de la lentille. Donc ça veut dire que j'ai une lentille. Et qu'entre les deux, on va dire, allez, j'ai 3 mètres. Voilà. Ok. Donc là, comme là j'ai un schéma, il faut que je place. Je place l'axe optique de la lentille. Hop. Ça c'est mon axe optique. Voilà. Donc ma source lumineuse, je l'allume. Donc je vais avoir apparaître 3 rayons de la source, puisque c'est une source 3 rayons, on dit. Hein. Donc 3 rayons qui vont être du coup parallèles à l'axe optique. Alors 1, 2 et 3. Ok. 3 rayons. Et ces 3 rayons là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se croiser. Les rayons parallèles à l'axe optique, je vous rappelle, c'est la propriété 1. Ils convergent, une fois qu'ils sortent de la lentille, vers le point focal image. Donc ils convergent vers ici. Mais ils ne s'arrêtent pas, hein, ils continuent. Or, tous les rayons continuent. Hop, comme ça. Lui, il va aller comme ça. Voilà. Et lui, il va aller, hop. Comme ça. Voilà. D'accord? Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, imaginez que ça, maintenant, ma règle là, c'est mon écran. Vous voyez que ici, vous avez une grande distance. Donc là, j'ai observé un point ici, un point ici. Donc si là, vous avez une grande distance, ok. Si je vais jusqu'ici, ben, maintenant, vous avez entre ces deux points-là une toute petite distance. Et si je continue de m'approcher du point focal, et ben là, j'ai plus qu'un point. Donc, déplacer l'écran jusqu'à observer seulement un point de lumière. Et si je dépasse, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous voyez que là, les rayons commencent à s'écarter. Hein. Et là, je vais avoir un écart, et l'écart maximal est au niveau de la lentille. Donc mon protocole, là, je sais qu'il est juste. Votre protocole, vous pouvez le compléter avec un petit dessin. Hein. Avec, vous faites par exemple un écran, et vous le déplacez. Donc là, vous marquez déplacement jusque là. Voilà. Donc maintenant, je vous demande d'identifier les sources d'erreur. Donc c'est la question 2. Hein. Identifier les sources d'erreur. Pareil, vous trouverez ça dans l'activité expérimentale A. Les sources d'erreur, c'est l'erreur de lecture. Hein,
l'erreur de placement. Ce sont des erreurs humaines. Pourquoi? Parce que pour trouver sur le point de lumière, évidemment, la dernière étape, évidemment, c'est mesurer la distance entre la lentille et l'écran. Voilà. Vous allez mesurer cette distance-là. D'accord? Donc, évidemment, en mesurant cette distance-là, il y a possiblement une erreur de lecture et une erreur de placement parce que vous n'avez pas vu les points lumineux au même endroit où vous pouvez placer l'écran là ou là. Parce que bon, c'est difficile à voir des fois. Ensuite, donc, je vous rappelle, en TP, on avait fait plusieurs fois les mesures. Ok, donc là, je vous dis, il y a un élève, il a fait plusieurs fois l'expérience et il a noté ses valeurs de distance focale. Ça, c'est f', cette distance-là. Hein. Je vous rappelle, donc, question 3, f', c'est égal à la distance focale. D'accord? C'est égal à la distance entre O et f', sachant que O il est ici. Donc c'est O jusqu'à f'. Ok. Donc là, question 3, je vous demande de déterminer la distance focale moyenne de la lentille mince convergente. Bon, la distance focale moyenne, hein, vous savez tous calculer une moyenne. Vous prenez toutes ces valeurs-là, donc vous faites 18,5 plus 21,2 plus 20,4 plus 19,3 plus 19,7 plus 19,8. Vous allez diviser par le nombre de valeurs, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 6, et vous allez trouver, je sais pas, on va dire 20,1. Je ne fais pas le calcul parce que je n'ai pas ma calculette. Donc là, c'est F, vous notez moyen, F' moyen. Et là, vous avez toutes vos valeurs. C'est juste une moyenne, hein. Ça vous savez tous faire, je l'ai bien vu. Ensuite, on me dit l'incertitude type. Je ne vous demanderai pas de la calculer. Vous vous rappelez, en TP, c'est la formule compliquée, là, il y a une procédure, c'est long, casse-pied, bon. Je ne vous demanderai jamais de la calculer. Par contre, je peux vous demander, voilà, je vous la donne, et je vous dois proposer un encadrement de la distance focale moyenne. L'incertitude type, en fait, c'est de combien sont écartées vos valeurs de la moyenne. C'est-à-dire que normalement, toutes les valeurs qui sont ici sont écartées de 0,3 de cette valeur moyenne-là. Du coup, ça veut dire proposer un encadrement. L'encadrement, c'est quelque chose où la valeur moyenne va être au milieu. Donc, vous mettez votre f' moyen au milieu, et votre f' moyen va être plus grand qu'une certaine valeur et plus petit qu'une autre. C'est ça un encadrement, d'accord? Vous avez deux signes de comparaison de part et d'autre de votre valeur moyenne. Et donc, quand on vous donne une incertitude de type, donc vous avez f' moyen au milieu. D'un côté, vous avez f' moyen moins l'écart type, et de l'autre côté, vous avez f' moyen plus l'écart type. Et là, vous avez encadré votre valeur. Donc, si je fais l'application numérique, je vais avoir 20,1. Ici, 20,1 moins 0,3, ça fait 19,8. Et aussi, ici, 20,4. Donc, vos valeurs, normalement, elles sont comprises entre 19,8 et 20,4. On voit que c'est à peu près le cas, sauf pour cette valeur-là. Donc, ça veut dire que cette valeur-là, on peut considérer que c'est une aberration et l'enlever. Vous voyez bien que toutes vos valeurs sont comprises. Donc, la valeur moyenne, c'est celle qui est au milieu. Et entre 19,8 et 20,4. Donc, 19,8, et en effet, il est bien entre les deux. 19,7, bon, il est un peu en dessous, mais on peut considérer que c'est bon. 19,3, 20,4, ainsi de suite. Ok. Donc là, nous avons fait la question 1, 2, 3, 4. Maintenant, il manque la question 5. Donc, on nous dit, le fabricant indique une distance focale de 20 cm. La distance focale trouvée expérimentalement est-elle compatible avec la distance focale indiquée par le fabricant? Donc, vous voyez, on a, je vous rappelle, on a, c'était 19,8, F moyen, 20,4. La question demande si, je reformule la question, d'accord? La question demande si F égale 20 cm, celle du fabricant, et dans notre intervalle de confiance, enfin dans notre encadrement. On voit que 20 est compris, donc vous écrivez ça, vous écrivez, on voit que 20
est compris entre 19,8 et 20,4. Donc, la valeur donnée par le fabricant est compatible. Si j'avais eu 25, ça n'aurait pas été compatible. Voilà. Et nous avons résolu l'exercice 9. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 10. Donc, l'exercice 10. Dans cet exercice, voilà, vous avez le banc d'optique que nous avons utilisé en TP. Donc, on réalise l'image d'un objet lumineux, distance focale f'10. Donc, ça veut dire que, admettons, ici j'ai l'axe optique de la lentille, ici vous avez la lentille. Ça veut dire que là, quelque part, vous allez avoir f', et que la distance entre ces deux points, c'est f' égale 10 cm. Ouais, c'est ça. Et l'objet, ici, il est placé à 40 cm. Donc là, ça veut dire que là, jusque là, j'ai 40 cm, puisque ça, c'est l'objet. D'accord? Donc là, objet, 40 cm, distance focale, entre la lentille, 10 cm. Modéliser, et à l'aide d'un schéma à l'échelle. Okay. Donc je vais modéliser la situation. Question 1, je vous rappelle, on commence par tracer l'axe optique de la lentille. Ok. Vous pouvez choisir une échelle. Moi je choisis 1 cm est égal à 10 cm. Si vous choisissez une échelle, vous me le notez. Ok. Je fais ma lentille mince convergente. Hop. Donc là c'est ma lentille. On me dit que ma distance focale f' est égale à 10 cm. Donc sur mon échelle, c'est égal à 1 cm, puisque j'ai pris 1 cm pour 10 cm. Donc je vais prendre 1 cm ici, et 1 cm là. Donc là j'ai f, là j'ai f'. Et cette distance-là, c'est petit f', d'accord? Qui vaut 1 cm à mon échelle, en fait ça fait 10 cm. Et on me dit l'objet il est à 40 cm. L'objet il est avant la lentille, qui est de ce côté-là. Je rappelle l'objet, on le représente par une flèche vers le haut. Donc je le note AB, ça c'est mon objet. Et cette distance-là, c'est 40 cm. Et là, j'ai répondu, voilà, à la question 1. Là, j'ai modélisé la situation. Et l'écran, on va dire, voilà, on s'en fout pour l'ombre, on n'en parle pas. Ensuite, on me demande, ah oui, évidemment, il faut que je place O, le centre de la lentille. La question suivante, on me demande de déterminer graphiquement la distance séparant le centre optique de la lentille de l'image et de l'objet. Eh bien, on peut déjà répondre, pour question 2, on peut déjà répondre la distance entre l'objet et la lentille est de 40 cm. Ça, on le sait, donc OA, c'est la distance entre O et A de l'objet, c'est égal à 40 cm. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit, donc on peut le noter directement. Maintenant, A', il est où? A', c'est l'image de A par la lentille. Donc pour le chercher, il faut chercher l'image de B par la lentille. On commence par tracer toujours le rayon lumineux qui passe par le centre optique, puisque lui, on sait qu'il n'est pas dévié. Donc, lui, il n'est pas dévié, il va tout droit. Dans ce sens-là. Et ensuite, je peux par exemple tracer le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Qu'est-ce qui se passe pour le rayon qui est parallèle à l'axe optique? Okay. Il passe par le point focal image. Il passe par ici. Donc là, j'ai B' à l'intersection des rayons. Donc là, je peux faire ma petite flèche qui va là. Et forcément, à la base de la petite flèche, j'ai A'. Puisque comme A il est sur l'axe optique, forcément A', il est aussi sur l'axe optique. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme propriété pour faire ça? Elles ne sont pas demandées, les propriétés dans l'énoncé, donc vous n'avez pas besoin de les citer. Par contre, si je vous demande de les citer, vous devez les citer. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé comme propriété? Propriété 1, le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Propriété 2,
le rayon qui arrive sur la lentille parallèle à l'axe optique est dévié et passe par f'. D'accord? La troisième propriété que j'ai utilisée, c'est que l'image de ce point-là, duquel partent les rayons lumineux, se trouve là où se croisent à nouveau les rayons lumineux. Vous voyez que ici, les rayons lumineux ils sont croisés ici, là ils se croisent. Donc là j'ai l'image de B'. Dernière propriété que j'ai utilisée, c'est que l'image d'un objet qui est sur l'axe optique, il est aussi sur l'axe optique. Donc l'image de A qui est sur l'axe optique va se trouver sur l'axe optique et à la base de B, parce que forcément, ben, ici j'ai perpendiculaire, donc là je vais avoir quelque chose de perpendiculaire. Maintenant on me demande de déterminer la distance OA'. Donc OA', c'est facile, je la mesure. Hein. Donc là je prends ma règle, je mesure 1,5 cm. Ce qui est égal à, avec mon échelle, 15 cm. Donc l'image est à 15 cm de la lentille. Maintenant la question 3. Quelles sont les caractéristiques de cette image? Bon, c'est ces caractéristiques toujours classiques. L'image est renversée. Hein, vous voyez bien que ici la flèche pointe vers le haut et ici la flèche pointe vers le bas. Et bah, donc ça c'est renversé, ça veut dire que elle a été inversée. Ok, et vous voyez bien que bah, la flèche d'ici elle est plus petite que là. Donc l'image est rétrécie. Vous décrivez l'image que vous avez. Hein. Et ça suffit pour répondre à la question 3. On va passer à la question 4 maintenant. La question 4 me demande de calculer le grandissement. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exercice. Le grandissement G, c'est égal, je l'écris en toutes lettres. Comme ça je le retiens. Taille de l'image sur taille de l'objet. Donc c'est égal, taille de l'image, A', B', je fais avec les notations que j'ai. A', B', divisé par taille de l'objet, c'est AB. Et c'est égal à, donc là je fais mes mesures, donc chacun fait avec ses propres mesures. Moi j'ai 1 cm et 4 mm, donc j'ai 1 cm, pardon, 0,4 cm, donc c'est ce que j'ai mesuré ici, divisé par 1 cm, ce que j'ai mesuré là, et ça fait quelque chose. Donc vous avez un grossissement de 0, je sais pas quoi, on va dire, je ne vais pas faire un calcul de tête, bah de 0,4. Je suis bête. Donc vous avez un grandissement de 0,4. Là vous avez répondu du coup à la question 4. Question 5. On nous demande comment on va évoluer à distance. Donc, en question 5, on me demande, on rapproche l'objet de la lentille mince convergente. Bah, c'est facile, hein. Comment on va me demander ensuite, c'est là, comment évolue la distance séparant la lentille, en fait, de l'image. Eh ben, si je ne sais pas répondre, je prends un autre stylo, en rouge par exemple. On me dit, donc ça je vous rappelle, on l'a fait hier en TP. On me dit, je rapproche l'objet de la lentille. Donc je le rapproche, je le mets ici par exemple. Ok, qu'est-ce qui va se passer si je le rapproche? Salle de dessin. Si vous répondez sans dessin juste, vous avez les points. Si vous répondez sans dessin et que c'est faux, vous n'avez pas de points. Donc vous faites le dessin d'une autre couleur. Donc le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Voilà. Et ensuite, ce rayon-là, il va passer aussi par l'axe optique, là, par là. Et les rayons se croisent maintenant ici. Ok. Donc ma nouvelle flèche, elle est là. Et mon nouveau A', il est là. Donc là, j'ai rapproché l'objet. Et je vois quoi? Eh ben, que ça s'éloigne. Vous voyez, l'image, elle va s'éloigner. Donc, question 5. Vous pouvez répondre. Nous pouvons constater sur le dessin, parce qu'il faut faire le dessin. Je vous demande de justifier. Nous pouvons constater sur le dessin que l'image s'éloigne de la lentille lorsque on rapproche
l'objet. Et vous avez répondu à la question, en justifiant avec le dessin. Donc vous me faites un dessin d'une autre couleur. Question 6 maintenant. Comment évolue la taille de l'image? Bon, ben, je reprends mon dessin. Hein. Il est où mon dessin? Il est là mon dessin. Je reprends mon dessin. Je vois qu'ici, j'avais une flèche de 0,4 cm à peu près. Bon, bah, là, je vois qu'elle grandit, mais bon, allez. On est des scientifiques, on mesure, et j'ai 1,8 cm. Donc vous écrivez, je constate que l'image grossit. En effet, en rapprochant l'objet, elle passe de 0,4 cm à 1,8 cm. Là, vous avez tous les points. Et nous avons fini l'exercice 10. Alors maintenant, exercice 11. Donc je vous laisse lire la consigne, elle est un peu longue parce qu'on raconte plein de choses. Alors, question 1. Quand vous avez un gros texte comme ça, que vous avez peu de temps, là, je vais le faire en temps réel. C'est-à-dire que je n'avais pas préparé l'exercice avant. Et je vais vous montrer comment on résout rapidement un exercice sans avoir à lire toute la consigne. On lit d'abord la question 1. Question 1, quelle peut être la distance focale d'un objectif? Ok, donc je vais devoir chercher une distance focale associée au mot grand angle. Ok. Donc ensuite, en prenant une échelle 1, construire l'image d'un objet 15 cm. Ok, donc là je vais devoir faire un dessin. Ce n'est plus relié au texte, donc ça je peux le faire sans texte. Donc je sais que si j'arrive pas à répondre à la question 1 en lisant le texte, je peux passer à la question 2 ultra facilement puisque je n'ai pas besoin de tout ce truc là. Ok. Parce que j'ai la distance focale là, de 50 mm. Calculer le grandissement, pareil. Mais par contre, je vais avoir besoin de la question 2. Donc là, j'ai besoin de la Q2. Donc là, en 30 secondes, je sais que si je ne réponds pas à la question 1, je peux quand même faire la question 2 et 3, et c'est-à-dire avoir quasiment tous les points, puisque cette question-là ne sera pas notée sur beaucoup. D'accord? Par contre, pour faire la question 3, je sais que j'ai besoin de la question 2. Donc si jamais j'ai pas envie de lire tout le texte, je fais d'abord la question 2 et 3, et ensuite je fais la question 1. Bon, moi, je vais faire la question 1 d'abord, parce que je sais lire vite. Mais si ce n'est pas votre cas, c'est pas très grave. Donc je vais devoir chercher dans le texte une distance focale associée au mot grand angle. Donc je vais devoir d'abord chercher grand angle, ce mot-là. C'est ça le mot important. Donc je lis rapidement. Et moi j'ai vu grand angle là, hop, il est ici. Grand angle. Et grand angle, il est associé à une distance focale. Distance, je rappelle, une distance, ça se mesure en mètres, centimètres, millimètres. Donc je vais chercher des mètres, des centimètres, des millimètres, qui est tout à côté du grand angle. Ah, là j'ai 24 mm, juste à côté du grand angle. Donc, rapidement, je peux dire que quelle peut être la distance focale? Elle peut être de 24 mm. Si j'ai envie de confirmer ma réponse, je peux lire toute cette phrase-là. Mais là, vous avez vu, j'ai repéré ce mot-clé-là. Donc j'ai vu le mot-clé grand angle, je l'ai cherché dans le texte, et je sais que ce mot-clé-là, il doit être associé à une distance. Une distance, ça se mesure en mètres, en centimètres, en millimètres. Donc une fois que j'ai trouvé mon mot-clé dans le texte, je vais chercher la distance qui est associée. J'ai trouvé mon mot-clé, j'ai la distance qui est associée, donc la réponse, ça peut être que ça. Après, vous voyez, 50 mm, ici j'ai une autre distance, si je veux vérifier, j'ai une autre distance, 50 mm, c'est associé à standard. 150, c'est associé à téléobjectif. Donc, a priori, la réponse, elle est bonne. Vous avez vu, j'ai même pas lu le texte, j'ai juste repéré un mot-clé avec la distance qui est associée à ce mot-clé. C'est allé super vite. Question 2. Question 2, j'ai vu que j'ai pas besoin du texte, donc maintenant, le texte, on s'en fout. On me demande 1 cm pour 5 cm, ok, donc l'échelle, je le note, l'échelle, 1 cm égale 5 cm. Très bien. Construire l'image d'un objet de 15 cm placé lentilles convergentes. Donc, bon, là, sans trop réfléchir, je vais devoir trouver une image, donc je sais que j'ai besoin de mon modèle de la lentille mince convergente. Donc je fais ma lentille, voilà, bien grande. J'aime bien les grands schémas, on y voit bien, c'est fait à la règle, avec le centre optique haut. On me dit que la distance focale, ok, c'est de 50 mm. Donc elle va être, avec mon échelle,
à 1 cm. Hein, c'est égal à 50 mm. Donc c'est fait 1 cm. Comme tout à l'heure. Donc j'ai mon F' ici. Hop, et mon F ici, à 1 cm. Puisque c'est mon échelle, 1 cm pour 50 mm. Ok, ça c'est ma distance focale. F'. La distance focale. Ensuite, mon objet, il est placé à 40 cm. Donc 40 cm. Pour aller de 5 à 40, je fais x8. Donc vous voyez 1 cm égale à 5 cm, ça c'est mon échelle. Pour aller de 5 à 40 cm, je fais x8. Donc de ce côté-là, je fais aussi x8. Donc mon objet, il est placé à 8 cm. Donc, je prends 8 cm. Hop, 8 cm. L'objet, il est placé ici. Donc là, j'ai A. Déjà. Point A, et mon objet, il fait 15 cm. Donc, encore une fois, 1 cm, c'est égal à 5. Pour aller de 5 à 15, je fais x3. Donc là, je fais x3. Mon objet, il fait 3 cm de haut. Voilà, hop, mon objet, il fait 1, 2, 3 cm de haut. Bam. Là, j'ai B. Et ensuite, donc 1 pour 5, dans la réalité, construire l'image. Donc, je vais devoir construire l'image. Hein. Donc, comme d'habitude, je prends mon premier rayon. Toujours, je prends celui-là parce que j'ai toujours le centre optique. Il passe par là. Je prends, lui, il n'est pas dévié. Donc, là, je ne demande pas de justifier. Donc, pas besoin de justifier. Ok. Mais je vous le justifie quand même à l'oral, pour que vous vous en rappeliez. Le rayon qui part de B, qui passe par le centre optique, n'est pas dévié. Ensuite, je prends l'autre rayon particulier. Je prends le rayon particulier qui est parallèle à l'axe optique. Donc j'essaye de faire quelque chose d'à peu près parallèle. Voilà. Comme ça. Hop. Le rayon particulier qui est parallèle à l'axe optique, lui, il arrive, il ressort de la lentille en passant par F'. Voilà. Et je ne m'oublie pas de mettre où est-ce qu'ils vont les rayons lumineux. Hop. Et alors mon objet, maintenant, enfin mon image ici, se trouve à l'intersection des rayons lumineux. Et donc A, il se trouve au pied. Il est ici. J'ai A'. Et là, j'ai mon image, elle est à l'envers, encore une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme propriété pour construire l'image? Pour construire l'image, je pars de B. B, il émet de la lumière dans toutes les directions. Moi, je connais 3 directions particulières. Je connais celle qui part de B, qui passe par le centre optique. Je sais que ce rayon lumineux-là n'est pas dévié, donc il va tout droit. Je connais le rayon lumineux qui part de B, qui est parallèle à l'axe optique. Lui, je sais qu'il est dévié, par contre, par la lentille, et qui passe par F'. Il passe par F'. Et il va croiser l'autre rayon lumineux. La propriété ensuite que j'ai utilisée, c'est que là où se croisent les rayons lumineux, j'ai l'image de B. Et ensuite, si je me décale sur l'axe optique, c'est la dernière propriété, j'ai l'image de A, parce que l'image d'un objet qui est sur l'axe optique, il est aussi sur l'axe optique. Voilà, et là j'ai répondu à la question 2, j'ai tout. Non, je ne demande pas de justifier, donc vous n'avez pas besoin d'écrire les phrases. Si je demande de justifier, il faut écrire la phrase. Si je demande ici justifier, vous marquez le rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié, le rayon parallèle à l'axe optique est dévié passant par le foyer image, le rayon passant par le foyer objet est dévié en étant parallèle à l'axe optique. Hein. On pourrait aussi tracer ce rayon-là. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. On pourrait tracer le rayon qui passe par là, et lui, il est dévié tout droit. Et on voit que ça se croise à peu près au même endroit. Ok, donc ça, c'est si vous justifiez, il faut justifier le tracé de rayon. Ok, et vous dites, l'image se trouve au croisement des rayons lumineux. Donc, je peux l'écrire, hein, si vous voulez, propriété 1, c'est égal à rayon qui passe par O n'est pas dévié. Ok, vous écrivez propriété 2, le rayon parallèle à l'axe optique est dévié et passe par le foyer image. Propriété 3, le rayon qui passe par le foyer objet et qui arrive sur la lentille est dévié parallèlement à l'axe optique. Propriété 4, là où se croisent les rayons lumineux déviés sera l'image de B. Et si je vais sur l'axe optique, j'aurai l'image de A. Propriété 4. Maintenant, calculer le grandissement. Grandissement, je vous rappelle, c'est égal à taille, je l'écris en toutes lettres, de l'image divisé par taille de l'objet.
J'écris avec les notations de l'énoncé. A', B', c'est mon image. Divisé par AB, c'est mon objet. AB, je sais qu'il fait 15 cm. Donc sur 15. Ok. Et là, je mesure mon image, elle fait 5 mm. Donc 5 mm, avec mon échelle, ça fait 2,5 cm. Donc j'ai 2,5 divisé par 15, je fais mon calcul et je marque le grandissement vaut mon calcul. Et j'ai terminé les exercices.